Pour les prochaines 45 minutes, je vais inviter une nouvelle fois Mireille Camier, metteuse en scène, directrice artistique de production Q2Dub, qui va vous présenter une conférence démonstration autour de la question de la téléprésence. Mireille. Rebonjour. Voilà, aujourd'hui, je vous fais une petite démo conférence sur la téléprésence que je travaille depuis déjà quelques années. On a commencé, je travaille sur 2 projets en même temps en téléprésence, donc depuis 2017. Moi, je suis une metteuse en scène de théâtre. En fait, c'est ça, moi, dans la téléprésence, bien avant la pandémie, les questions artistiques qui m'intéressaient à travers la téléprésence, c'était l'idée de... En fait, moi, dans ma pratique, je travaille beaucoup la notion de public, comment créer des interactions avec le public, comment reconnaître la masse qui s'est... Est-ce que ça va, Magdalena? Ah, c'est bon. Comment le public qui s'est déplacé pour venir, on peut honorer sa présence à travers l'artistique. C'est un peu ce que je travaille. Et lorsque j'ai entendu parler de la téléprésence et des idées de la téléprésence, ben, je me suis dit, on pourrait réunir un public plus large avec ça, en fait, créer des interactions entre les publics qui sont à distance. Ça m'a animée comme artiste. Donc, je continue ma présentation qui est juste ici sur le PowerPoint. C'est ça, en fait. Donc, c'est dans cette idée de relation, en fait, il y avait cette idée de faire interagir des territoires ensemble, puis de voir, en fait, Internet comme une idée de rassembler plus de gens autour d'une œuvre. Donc, c'était la prémisse, ce qui m'a attirée comme artiste à la téléprésence. Et ça, bien sûr, avant la pandémie, c'était une autre vision, mais bon, avec la pandémie, ça s'est comme amplifié, disons. Puis donc, ça m'a fait intégrer certaines technologies, bien sûr, à mon travail d'artiste. J'ai travaillé aussi sur un spectacle qui s'appelait Intersection, qui s'appelle toujours Intersection. On a fait une version en 2019 où, en fait, c'est 5 artistes dans 5 pays différents qui interagissent ensemble sur Skype, sur scène, devant un public rassemblé dans une salle collée. Donc, donc, on a joué à La Chapelle et les 5 artistes, Téhéran, Taipei, Tunis, Barcelone et Montréal, étaient diffusés en direct et interagissaient avec le public présent sur scène parce qu'il n'était pas là, donc il fallait le public devait parfois aider les artistes pour la représentation. Si jamais vous avez des questions sur l'interaction, on va revenir, je pourrais en parler un peu à la fin, mais je suis surtout ici pour parler de téléprésence scénique qui est bidirectionnelle, donc je vais vous en parler un peu plus. Voilà, et aussi, vu que je m'intéresse à la téléprésence, en fait, la SAT m'a engagée comme consultante, donc je suis conseillère à la Société des arts technologiques aussi pour accompagner les artistes qui ont des projets en téléprésence avec l'outil qu'ils utilisent, qui est Scénic. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, en fait, c'est, bon, d'abord, je vous précise c'est quoi téléprésence scénique, qu'est-ce que moi j'entends par là, et un peu son histoire. Ensuite, le projet Scène ouverte, qui a été créé par la Société des arts technologiques, dans le fond, qui permet... ça, c'est moi, oui. Qui permet qui permet de créer des œuvres. Et aussi, donc, parler de la pratique. En fait, c'est quoi les thèmes communs, c'est quoi les caractéristiques communes aux œuvres qui sont en téléprésence. Et je vais vous immerger dans le processus de création qui est le spectacle Bluff, qu'on travaille depuis 2018, qui est une œuvre théâtrale en téléprésence. Donc, je vous amènerai un peu dans mon monde sur la réflexion que j'ai eue. J'essaie de rentrer ça en 45 minutes, là, je devrais y arriver. Alors, d'abord, on a utilisé le mot téléprésence, télé qui veut dire loin et à distance, et le mot présence, donc c'est la téléprésence, une présence à distance. Et je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, le mémoire qui a été écrit par Gabriel Godin sur le théâtre et téléprésence en jeu de communication, très intéressant à lire. Alors, Julien Brun, qui est mon mentor, qui lui travaillait déjà sur des œuvres en téléprésence bien avant que je m'y intéresse. Lui, il dit que en fait, la téléprésence, c'est une présence à distance, c'est l'utilisation d'outils numériques au service de la rencontre d'êtres vivants que la distance géographique sépare. C'est simple au fond, et maintenant, on l'a tellement fait dans les 2 dernières années.
Donc, il y a la diffusion live, la web diffusion, que moi je nomme unidirectionnelle en fait, et la téléprésence, c'est bidirectionnel, tridirectionnel si on le veut. Donc, c'est ça en fait la différence qu'on va voir aujourd'hui, mais principalement, je vais m'intéresser à la bidirectionnelle aujourd'hui, qui est un petit peu moins présent. Je pense que la web diffusion, vous avez pas mal tous compris c'était quoi. Par contre, bien sûr, il y a plusieurs enjeux à la web diffusion qu'on pourrait aborder, mais je vais me concentrer sur le bidirectionnel aujourd'hui. Donc, la web diffusion qu'on connaît plus, c'est unidirectionnelle, par exemple captation du spectacle, disponibilité des archives, web diffusion, Facebook Live, Vimeo Live, tout ça. Puis même le cinéma, tu sais, au début, qu'on parlait de téléprésence, on disait, comme les cinémas, comme le mettre au cinéma, mais non, le mettre au cinéma, c'est pas du direct, le 15 caméras, gros montage. Alors, c'est une transmission unidirectionnelle avec peu d'interactions, dans le fond, sauf certaines fois le chat ou les petits cœurs, mais peu d'impression de présence. La téléprésence scénique, c'est une diffusion bidirectionnelle. Donc, c'est en temps réel, en simultané. C'est un spectacle connecté et distribué dans différents lieux de diffusion pour relier des artistes et des publics distants. Donc, on voit ici l'image d'un spectacle extraordinaire que Gonzalo Soldi et Xavier Huard ont fait, qui s'appelle Timuchumnuch, entre Montréal et Sept-Îles. En haut, on voit à Sept-Îles le public réuni devant un aîné autochtone et le public de Montréal projeté derrière avec l'aîné autochtone qui était à Montréal. On voit en bas, on a l'aîné autochtone Pauline qui est devant le public de Montréal. Les deux aînés autochtones se communiquent ensemble et les publics peuvent poser des questions en direct. Donc, toute l'œuvre est autour du questionnement aux aînés. C'était un très beau spectacle. Mais comme vous pouvez voir, c'est bidirectionnel. C'est deux expériences collectives dans deux groupes différents qui se réunissent. Petite histoire rapide de la téléprésence. L'appel, je fais juste un petit rappel que l'appel vidéo a commencé à se tramer déjà là, à Expo 67. Là, il y avait déjà les premiers prototypes. Ensuite, une téléprésence dans les arts. Ici, on a deux artistes qui ont travaillé sur The Satellite Art Project où la téléprésence était présente dans les arts. Ça, ils travaillaient avec les moyens télévisuels. Et là, on peut voir les deux personnages en jaune et en rose qui sont 3000 milles apart, là, à distance, et qui étaient capables de travailler sur les surfaces visuelles pour avoir l'impression qu'ils sont à la même place. Là, donc, partage ça, c'était déjà en 77. Ensuite, la première installation artistique bidirectionnelle, c'était Hole in Space. Donc, entre New York et Los Angeles, il y avait une caméra dans des vitrines, donc les passants pouvaient passer, voir ce qui se passait à New York et interagir entre les deux publics. À ce moment-là, c'était visuel, donc ils pouvaient se faire des signes et tout. Voilà, c'était en 80. Et Internet, les chats, tout ça, c'est 93. C'était déjà donc les premiers projets QCME, qui était Cornell University, qui étaient déjà les premiers vidéochats aussi, qui a comme bien sûr fait évoluer cet art. À la SAT, ils s'intéressent à la téléprésence depuis plus de 20 ans. Ils ont fait beaucoup de travail, de réflexion. Donc, c'est quand même un long processus, en fait, qui fait qu'on est arrivé au projet Scène ouverte dont je vais vous parler. Il y avait entre autres aussi Rendez-vous sur les bancs publics, qui était un peu un Hole in Space version banc public face à face, où entre Québec et Montréal, des passants pouvaient s'asseoir sur un banc et face à eux, il y avait qui était assis sur un banc de l'autre côté et ils pouvaient interagir. Il paraît que c'était extraordinaire, là, le monde allait s'asseoir là, puis il paraît qu'il y a du monde même qui allait à tous les jours là, jaser, là, puis qui faisait des entrevues avec des gens qui s'assoyaient sur les autres bancs à distance. Il paraît que c'est extraordinaire. Ensuite, Briser la glace, qui était une autre surface interaction pendant les Jeux olympiques de Vancouver, où à la BANQ et à Vancouver, il y avait cette idée de tu avais un spectateur, puis là, tu pouvais enlever la glace sur lui pour pouvoir interagir avec lui à distance. Ensuite, Dieu est un DJ, une œuvre de Falk Richter qui a été mise en scène par Vincent de Repentigny et Julien Brun. 2012 déjà, et ça se passait entre Montréal et Genève, donc une actrice à Genève, un acteur à Montréal, interagissaient en direct dans le même spectacle devant un public, et c'est là que les premiers prototypes de scénique ont été créés.
Et Vincent de Repentigny, que plusieurs connaissent ici. En fait, je trouve intéressant, j'ai repris une de ses phrases dans le cahier jeu qui disait « Je crois qu'il est primordial de mentionner la technologie est un outil théâtral à part entière, à même titre que tous les autres. » On parle de toutes les technologies. Ça revient à dire que si elle est nécessaire à la représentation, elle doit toujours être pensée comme inhérente à celle-ci et jamais comme un simple effet. Elle doit servir de révélateur et porter l'objet théâtral à un autre niveau. C'est un peu... je trouvais que se rappeler ceci était aussi très important. Donc, le réseau Scène ouverte, je vous en parle plus longuement. Ici, on a une image de corps numérique, corps dansant, fait par le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, entre Montréal et Rouyn-Noranda, 2 danseuses à Montréal, 2 danseuses à Rouyn-Noranda, et les 2 interagissaient sur des surfaces numériques où leur mouvement était capté, donc la présence des danseuses à distance était visible par les outils numériques qui étaient projetés sur scène. Donc, le réseau Scène ouverte, c'est en fait, c'est toutes ces villes que vous voyez sur cette carte qui possèdent les outils, l'outil, la station scénique qu'on appelle, qui permettent d'interagir entre eux facilement parce qu'ils ont le même outil de partage. Donc, c'est des salles de spectacle. Je vous donne je fais une petite vidéo qui résume bien l'outil technologique, mais je ne passerai pas beaucoup de temps sur la technologie aujourd'hui, je vais parler surtout d'artistique. La station scénique est un outil imaginé et développé par la Société des arts technologiques pour les salles de spectacle. Conçue pour être opérée par un technicien de scène, elle représente la fine pointe de la téléprésence événementielle pour créer des conférences, performances ou spectacles simultanément entre plusieurs lieux. Son vaste nombre d'entrées et sorties, audio et vidéo, lui garantissent une polyvalence remarquable, permettant la connexion de tout type de caméras, microphones et autres équipements de scène. Ces 2 écrans tactiles lui assurent une opération facile et intuitive. Le logiciel scénique rend possible la transmission à basse latence de flux audio et vidéo en haute définition, ainsi que des données OSC et MIDI vers d'autres salles pouvant être situées à des centaines de kilomètres de distance. Le logiciel peut également diffuser en direct sur les réseaux sociaux et autres plateformes, et il est compatible avec le protocole NewTek NDI. Seule une connexion Internet rapide et illimitée est nécessaire pour connecter la station et produire des événements en réseau. Scénic offre un nouveau langage de création pour inventer des rencontres qui surpassent la distance. Voilà, donc c'est 22 salles de spectacle à travers le Québec qui possèdent cette station scénique qu'on voit ici, en fait, qui se veut vraiment un outil flexible et en fait assez facile d'utilisation, où en fait on peut facilement brancher des vidéos, des audios ou autres trucs numériques. Alors voilà, puis ensuite aussi là c'est la station qu'on maintenant on appelle Pro, puis on est en train de travailler sur une Scénic Lite qui va avoir que déjà les premiers prototypes sont faits, fait que ça va être plus facile de travailler avec des lieux qui n'ont pas cette grosse station scénique qui était comme faite pour les consoles en salle, qui était très comme massive. Voilà. Donc, je vous montre quelques projets pour vous inspirer aussi. Alors, il y a eu Onirisme, qui était une performance multidisciplinaire entre Rimouski et Saint-Camille. Ici, on voit Olivier Courtois et Isabelle Clermont. Isabelle Clermont est à Rimouski, Olivier Courtois est à Saint-Camille, et les deux, en fait, interagissent ensemble dans une même performance multidisciplinaire avec 2 musiciens, par exemple. C'est une œuvre immensément poétique. Ensuite, Correspondance de guerre, c'est un autre projet de théâtre, danse, chant et art numérique. Ça va être un projet d'assez grande envergure qui va éventuellement jouer bientôt, même si avec la pandémie, ça a pris du retard. Correspondance de guerre, la prémisse, c'est que d'un côté,
un groupe de spectateurs a l'univers militaire pendant la Première Guerre mondiale, donc on suit le personnage qui est à la guerre, et l'autre salle suit le personnage à la maison, en fait, suit la famille dans la tente au Québec. Donc, et eux, ils ont fait tout un cursus, en fait, de lettres. En fait, c'est tout un gros projet dramaturgique où ils ont vraiment retrouvé des lettres entre une famille et un militaire, puis ils ont reconstitué une œuvre avec ça. C'est un très beau projet. Ensuite, ici, on a un projet entre l'église de Saint-Adrien et l'église de Sainte-Camille où il y a entre un clavecin et de la composition électro-acoustique qui ont travaillé à créer des œuvres musicales en commun. On voit Pilou ici, Mylène Bérubé, une claveciniste. Ensuite, Masque Ensemble, qui est une création masquée, un camp de jour d'une semaine entre Saint-Camille et Rimouski, puis ils ont créé une œuvre masquée pour le festival Masque à l'or. Et on va en écouter un extrait vidéo. Et c'est là, Magda, si tu peux avancer la première minute à peu près, là, je pense. Mais c'est ça, les enfants interagissent toute la semaine sur ce projet-là entre Rimouski et Saint-Camille. Gros yeux c'est tout bonhomme, mais regardez ces grandes dents, ces gros yeux qui n'ont qu'une envie. Donc, les enfants sont devant un écran vert, il y a un écran de projection et le public est de l'autre côté qui regarde la projection, en fait. Et sur l'écran, Rimouski et Saint-Camille sont réunis. Le public, à la fin du spectacle, disait « Oui, mais on ne savait pas qui était à Rimouski et à Saint-Camille parce qu'ils étaient réunis sur le même écran. » Voilà. Mais ça crée quand même un travail de co-création à distance assez intéressant pendant cette semaine-là. Ensuite, on a... Ensuite, il y a eu Isidore Remix, ça c'était en novembre. Et donc, c'est un groupe trad qui travaillait entre Rimouski et Alma. Comme vous pouvez voir sur scène, il y a les chanteurs et les musiciens et calleurs d'un côté. Puis l'idée, c'est de faire des 7 carrés en gang, les deux gangs ensemble. Ça, je pense que ça vaut la peine de regarder. On a une magnifique photo à Alma où en fait, on faisait vraiment des 7 carrés ensemble. Donc, le public se voyait, puis il y avait les artistes sur scène. C'était mon dernier 7 carrés que j'ai fait. Puis, bien sûr, vous imaginez les enjeux musicaux. Il y a une latence, donc ils doivent travailler comme en même temps. L'idée, c'était pour cette production-là spécialement, en fait, ils ont eu certains trucs, dépendamment de la musique, qu'ils ont fait. Il y avait différentes stratégies pour contrer la latence. On en reparlera tout à l'heure. Mais bien sûr, musique et téléprésence, vous avez bien compris cette année que c'était difficile là, quand même. Bonsoir, Rimouski! Bonsoir, Alma! Ce soir, on vous invite vraiment dans un laboratoire d'un réseau de scènes branchées en téléprésence. Dans ce laboratoire-là, on a décidé de rendre hommage à Isidore Soucy. OK, le couple 1 t'arrête en arrière, tu fais un pont avec tes mains, puis les autres passent en dessous du pont. Il faut laisser un petit espace là, pour qu'ils passent. Puis ils passent en dessous du pont, puis ils redescendent jusqu'en avant. Main dans la main avec son partenaire jusqu'en avant. Rendu dans le fond, le couple numéro 1, il fait le pont. Tout le monde descend en dessous du pont jusqu'en avant. On se frotte les ballons, c'est quand j'ai dit ça, non, bien, ouais, non, j'ai des hommes, des hommes, des galons, chacun chez nous, puis tout le monde swing. 6 coups de swing, swing là. Swing la bagaille, on a votre bois, puis tout le monde swing. Tout le monde swing. Donc, bien sûr, le calleur était à une seule place, mais tout le monde pouvait suivre le calleur dans les deux endroits.
Voilà, ça c'était Isidore Remix. Sinon, un autre projet qu'on a fait récemment aussi, c'est à la rencontre des Magiciens d'Oz. Vous devez reconnaître, c'est le théâtre Advienne que pourra qui travaille sur l'œuvre Magicien d'Oz, le projet de médiation culturelle, et était déjà avec une petite maquette en classe. Mais ce qu'on a ajouté à ce projet-là, ça c'est un prototype bien sûr, ce projet-là, mais l'idée c'était donc les acteurs en direct du théâtre à Repentigny discutaient dans la maquette, la petite maquette en classe, et interagissaient avec les jeunes qui, eux, proposaient des idées de costumes et de décors à la production. Donc, ça, c'est un projet de médiation culturelle, en tout cas pour moi, qui était très inspirant. Puis ça a été super. On voit Martin Lebrun ici, qui est très impliqué au CQT, justement. Alors, les caractéristiques communes à la téléprésence, dans le fond, ce que je vais faire, je vais un peu répertorier à travers un peu toutes les études qu'on a faites sur les projets. En fait, il y a plusieurs choses qui se recoupent. D'abord, les thèmes. Lorsqu'un artiste choisit de travailler en téléprésence, ce que j'ai répertorié, et aussi Gabriel Godin dans son mémoire, dans le fond, c'est le dialogue à distance, la situation de distance entre les protagonistes. Ça, c'est quand même la base de tous les projets, toutes les œuvres artistiques en téléprésence, les enjeux de communication à distance, la notion d'absence-présence, rapport entre le corps physique, le corps médiatisé, le corps virtuel. Aussi, bien sûr, l'identité, la personnalité artificielle, c'est des thèmes qui sont ressortis des œuvres. L'espace imaginaire, l'espace réel, l'hypermédiatisation de la société, l'altérité du corps, les spectres. Ça, Julien Brun travaille beaucoup avec les spectres de Shakespeare en téléprésence aussi. Et aussi les enjeux internationaux, dont le spectacle que j'ai travaillé, Intersection, entre autres. Par exemple, ici, on a Me, Our Love and the Electronic Guy. Ça, c'est un projet français qui a été fait en 2016. Et ça, c'est un projet aussi de correspondance. Donc, tu as un homme d'un côté avec son public qui correspond avec une femme qui est avec son public. Et il y a aussi un Electronic Guy qui est dans sa chambre puis qui interagit en direct pendant le spectacle. Donc, ça, en fait, déjà là, on avait justement la correspondance qui est très présente dans les œuvres en téléprésence, la rencontre virtuelle, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, puis aussi la solitude, bien sûr. Et Internet comme machine du fantasme. Là, donc, tout l'imaginaire de ça était présent dans ce spectacle. Et en fait, Raphaël Gousset a dit que, en fait, ça c'est une de ses citations, mais dans le fond, lui, il travaillait déjà il voulait vraiment travailler à partir des correspondances sur Internet. Il voulait parler du chat. Fait qu'en fait, il en est venu à se dire, OK, ben on pourrait peut-être travailler une œuvre où vraiment on met réellement le chat sur scène, et il est arrivé à une œuvre en téléprésence. Ensuite, You Wouldn't Know Him. She lives in... no, we know him, he lives in Texas, ou de l'autre bord, c'était l'autre mot. Alors ça, c'est Hidden Theater Théâtre, Beth Burns qui a fait la mise en scène. Tu as un homme au Texas avec son public et une femme à London avec son public. Et les deux publics interagissent ensemble. Ils se font une demande en mariage et ensuite, ils essaient de matcher les gens dans la salle pour créer des couples londonnois texans. La langue commune, c'est l'anglais. Là, dans ce cas-là, c'est un peu plus facile. Ensuite, ici aussi, ça, c'est Léa Danilrol qui a fait un projet, une mémoire sur incarnation des corps virtuels et médiatisés dans le théâtre contemporain. Puis, en fait, elle disait aussi, elle, que, en fait, aussi le fait de mettre la technologie sur scène, de mettre en scène la technologie dans l'œuvre, c'est aussi les moyens de représenter notre réalité à travers les mêmes outils de médiation que ceux qu'on signale comme étant aussi un possible danger. Fait que c'est aussi mettre ça en œuvre, c'est très présent aussi dans les œuvres. Une autre caractéristique importante dans les œuvres, c'est le rapport. En fait, en téléprésence, on peut être 2, on peut être 3. On peut être 3, c'est mon projet Bluff, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, comme ABC qui sont égales et qui interagissent ensemble, mais aussi, on peut, comme You, My Love and the Electronic Guy, faire 2 qui interagissent et une autre entité qui interagit avec les deux. On pourrait aussi avoir une conférence à un endroit avec 2 publics qui la regardent puis qui interagissent. Il y a comme différents rapports possibles, mais il faut se questionner sur ce rapport lorsqu'on fait une œuvre en téléprésence. Ensuite, l'interdépendance. Ça, avec Julien Brun, c'est vraiment ça, beaucoup que lui avait réfléchi à l'avance, c'est que pour qu'une œuvre en téléprésence fonctionne, ou que comme public, tu participes que tu sois intéressé, que tu captes ton attention, l'important, c'est l'interdépendance. S'il n'y a pas ça, je pense que ça ne se peut pas de faire une œuvre en téléprésence. Donc, chaque lieu doit avoir une fonction dans l'œuvre.
Chaque lieu doit être nécessaire pour le spectacle. Puis on a besoin de l'autre lieu. Dramaturgiquement, ce serait qu'on a besoin de l'autre lieu dans la quête des personnages ou quoi que ce soit, dans la quête du spectacle. Puis, par exemple, dans les textes, c'est des dialogues entrelacés, des phrases courtes, des interactions constantes entre les lieux. En fait, l'exemple parfait, c'est un public ne va pas se déplacer dans une salle de spectacle à Rimouski pour aller voir une diffusion live à Montréal. Tu sais, ça, au début du projet Scène ouverte, beaucoup de personnes proposaient ça, mais quel intérêt d'un spectacle d'aller voir une diffusion? Justement, tu l'écoutes dans ton salon, la diffusion live. Donc, ça, en fait, l'interdépendance, ça doit être très présent. Et ici, on a fait un tic-tac-toe à la SAT. C'est un peu comme l'exemple parfait. C'est interdépendance. Un a les O, l'autre a les X. Fait que tu peux pas jouer sans l'autre lieu. Fait que c'est un peu ça la base dramaturgique que je dirais. Inspirez-vous du tic-tac-toe. Ensuite, les publics, chaque œuvre se positionne beaucoup sur les publics parce que le public, lui, quel rapport il a? Bien sûr, dans Timushumnuch, ici, il est très présent, il fait partie de l'œuvre, le public. Mais ce n'est pas toutes les œuvres comme ça. Mais est-ce que le public est visible dans l'installation, dans la scénographie? Puis comment garder actif la curiosité du public à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre salle pour que ça soit intéressant, en fait, que ce soit dans une conférence ou dans un spectacle. Qu'est-ce que l'autre lieu est en train de vivre? En fait, se questionner là-dessus au cours du spectacle, puis comment répondre à cette question-là ou créer de la curiosité pour que dans ton espace mental comme spectateur, oui, je regarde ce spectacle, mais je sais que c'est l'imaginaire des autres salles, sachant qu'ils sont là, doivent exister aussi dans l'imaginaire du spectateur aussi. Puis, donc, lui rappeler constamment que c'est du direct. En fait, l'immédiateté du spectacle devient très importante dans ces œuvres-là. La latence est bien sûr une caractéristique importante, puis chacun, je la gère. En fait, la latence est toujours là, en fait, parce que c'est pas juste Internet qui crée la latence, c'est surtout, il faut... en fait, quand ça passe dans un ordinateur, il y a des systèmes qui doivent comme analyser et, voyons, je cherche mon mot, encoder tout ça, encoder la vidéo, par exemple. Donc ça prend du temps. Puis Internet est assez rapide, mais dans le fond, passer dans un ordinateur un signal vidéo-audio, ça prend un temps. Donc, on est capable de la réduire beaucoup. Là. Dans les jeux vidéo, maintenant, ils sont en train de réduire la latence de façon assez spectaculaire, mais il y en aura toujours une latence. C'est pour ça que pendant nos zooms, même si on essaie de taper des mains ensemble, ça ne marche pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une demi-seconde, un quart de seconde, mais en musique, c'est fatal, c'est impossible en fait, sauf il y a différentes façons la musique, mais ça serait une autre heure de discussion sur la latence en musique. Voilà. Et ensuite, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut des plateaux égaux, comme l'exemple de Timushumnuch? Chaque lieu a une expérience semblable, c'est égal au niveau dramaturgique. Ou on peut aussi aller vers des plateaux différents, comme cette expérience qu'on voit ici de l'École nationale. Julien Brun a fait une formation en téléprésence. D'un côté, tu avais des étudiants dans un petit local à la SAT, puis de l'autre côté, il était dans le théâtre André Mathieu à l'École nationale. Donc, tu avais deux expériences, deux spectacles complètement différents. Chacun prenait l'autre côté d'une autre façon. Donc, enrichir l'identité de chaque lieu et cette différence, en fait, puis là, c'est dramaturgiquement différent. Puis ça se sent, en fait, que l'autre salle n'a pas la même disposition. Ensuite, plusieurs, bien sûr, aiment l'idée de l'échelle humaine. C'est ça qui est comme intéressant d'avoir un peu, de pouvoir gérer toi-même tes paramètres audio et vidéo. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir gérer tes dimensions et la position de la caméra. C'est ça, la mise en scène en téléprésence. Et donc, l'idée quand tu veux atteindre l'échelle humaine ou le rapport 1-1, en fait, c'est ou le contact des yeux lorsque tu regardes. On l'a vu beaucoup en Zoom, quand quelqu'un regarde le mauvais écran, tu as l'impression qu'il ne te regarde pas, ça gosse. Fait qu'il y a toute une réflexion sur où est la caméra, où sont les écrans. Puis en fait, c'est donc comment tu interagis avec l'autre lieu. Donc ici, en fait, l'échelle humaine, en bref, c'est que dans le fond, essayer de reproduire une communication naturelle. Si j'ai un écran avec ce que la SAT a beaucoup expérimenté, c'est le trou dans l'écran à la gorge. Idéalement, ce serait ici, mais tu ne veux pas un trou là. Fait que, ou les iPhones, on met la caméra juste ici. Mais donc, un écran avec une caméra, à la limite, juste au-dessus de l'écran, c'est possible. Mais même à la SAT, mettait des petites GoPro dans un mini-trou. Là, ça permettait que si je suis sur scène ici puis j'ai un autre écran à la hauteur des yeux, lorsque je regarde, il se sent regarder. On a vraiment une communication naturelle. Fait qu'en fonction de où est la caméra, bien sûr, si la caméra de web diffusion avait été
ici, ben là, eux autres, ils auraient vécu... Ben là, c'est sûr que le fait de mettre la caméra au fond, pendant que je vous regarde, ils se sentent à regarder les amis en ligne. Fait que donc, ça donne... bien sûr, c'est ça la réflexion sur l'espace. Bien sûr, les proportions humaines, ça veut dire aussi, comme sur ton écran, si tu mets la personne en grandeur humaine, déjà, là, le public a déjà cette illusion de la présence de l'autre. Puis le fait de voir tout le corps, c'est ça qui est intéressant. On a vécu le plan cadrage, le fait de voir tout le corps, de pouvoir s'exprimer. En danse, par exemple, une répétition en danse, tu es intéressé à savoir comment est positionné le pied. Fait que, tu sais, c'est en fait des cadrages larges. Puis plus tu es proche de l'échelle humaine, plus tu parviens à avoir un contact, une communication naturelle. Ou pas, hein, bien sûr. Comme on disait, on peut aussi jouer, bien sûr, avec les cadrages. Là, ça dépend du projet artistique. Et pour le comédien, en fait, lui, il doit apprendre à gérer beaucoup d'adresses, les adresses au public présent, l'adresse à la caméra, l'adresse à la projection. Fait que Julien Brun, lui, il disait toujours de comme travailler, jamais favoriser une adresse, toujours interagir avec, toujours faire une constante rotation ou jamais oublier un des éléments. En fait, une adresse donc multiple, fait que toujours rester flexible. Je regarde mon iPhone et je regarde aussi la caméra là-bas. Fait qu'en fait, c'est l'idée de ne pas rester sur ton iPhone tout le long parce que en tout cas, bien sûr, c'est de la mise en scène. Mais vous aurez compris que lui, il doit quand même interagir avec des adresses multiples. Ici, on a le projet Bibliomix, par exemple, qui est un bon exemple de où on met les caméras, par exemple, dans une conférence à 3 lieux. Il y a une caméra, ici, on a un public à Montréal, on a un écran qui est à Rivière-du-Loup et l'autre est à Saint-Camille. La caméra est directement devant la caméra, donc on réussissait vraiment à avoir une assemblée en 3 lieux. Donc, voilà. Donc, ici, on voit Saint-Camille, Montréal et Rivière-du-Loup avec les publics et où les caméras. Donc, une personne à Rivière-du-Loup regarde l'écran du côté de Saint-Camille et Saint-Camille se sent regardé. Saint-Camille regarde Montréal de l'autre bord et Montréal se sent regardé. C'est assez simple, mais ça permet une grande assemblée ou l'impression d'une grande assemblée. Et je vous parle un peu de mon spectacle Bluff, de notre spectacle Bluff, parce que j'ai mes coproducteurs dans la salle et surtout Rosalie et surtout Valentin, mon directeur technique qui est devenu mon meilleur ami avec les années parce que la direction artistique et la direction technique devient comme liées là, dans le fond de nos cœurs. Alors, voilà, donc je vous passe rapidement. Donc, c'est un projet de 3 acteurs dans 3 lieux, devant 3 publics. Donc, on a Étienne... Jacques, excusez, Étienne Jacques, Véronique Pascal et Sariane Cormier. On va en écouter un court... on n'aura pas le temps. En tout cas, si court extrait. Création théâtrale en téléprésence. Donc, on peut voir... donc là, on est du côté de Véronique. Le public voit Véronique et il y a toujours une perspective sur Sariane et sur Étienne. Ici, Étienne est projeté dans la maquette. Véronique est projetée dans une maquette pour une scène plus poétique. Partager le même vrai, la même vérité. Être toutes et tous dans le même monde vrai, à pouvoir se toucher, se sentir maintenant, tout de suite. Fait que j'arrive à l'audition, je suis stressée, je remplis la fiche de présence, on prend une photo de moi. Routine habituelle d'audition. Puis là, je m'assois, je regarde autour de moi, puis je réalise que j'ai comme pas d'affaires là. Sariane, Ouais. touche mon épaule. Oh my God! Étienne, t'es donc bien musclé! Si. Ben, je regarde le monde autour de moi, puis personne n'a le même casting que moi, j'ai comme pas rapport. Fait que là, je me mets à stresser encore plus, là. Qu'est-ce que je fais là? T'es-tu parti? Ben non, je voulais ben trop le rôle. OK, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison pour que je sois là. Fait que je suis restée, puis j'ai attendu qu'on m'appelle. Des fois, je me demande pourquoi je suis née à notre époque. Le moment où je suis plus authentique, c'est quand je dors. Quand j'étais petit, ça m'arrivait de me réveiller la nuit puis de plus savoir qui j'étais. Mais je finis toujours par me dire que je suis contente d'être née à notre époque. J'aurais pas voulu vivre sans la médecine moderne, sans téléphone, sans frigo. Je me demande souvent si je fais la bonne affaire en voulant faire la bonne affaire. Je veux dire,
D'où vient ma motivation à vouloir m'améliorer puis devenir une bonne personne? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour ma blonde? Ou c'est juste une question de fierté? T'arrives pas à y croire. Tu veux continuer à vivre ton histoire avec Darren? Tu voudrais croire que c'est le journaliste qui a tout inventé. Mais tout est trop détaillé. Trop complexe. Son sentiment de vivre une véritable relation amoureuse est tellement puissant. Mais les preuves du journaliste sont accablantes. Tout est faux. Tout, Non, Tes sentiments, eux, sont vrais. Voilà, fait que c'est un extrait du spectacle. Puis cette création-là, bien sûr, a eu beaucoup d'itérations. On a beaucoup exploré. Pour moi, c'est un nouveau médium comme metteur en scène aussi. J'avais beaucoup... on a fait beaucoup d'exploration. Et ensuite, donc, les questions de départ, c'était quel texte? Parce que nous, on est vraiment parti. Normalement, on fait le contraire, mais nous, on est vraiment parti de l'exploration de la technologie pour aller vers un texte. L'auteur, c'est Jean-François Boisvenu et Sophie Gemme. Donc, on a vraiment comme travaillé vraiment en collaboration pour créer un texte sur mesure, en fait, par le contexte de 3 acteurs dans 3 lieux. On s'est questionné, bien sûr, sur quelle mise en scène, quelle scénographie avec 3 publics en 3 lieux, puis comment engager le public dans l'expérience, parce que en plus, c'est mon gaga, je pense que c'est important aussi en téléprésence que le public ait une participation. Donc, on a vraiment travaillé à partir du dispositif, on a travaillé en exploration, c'est quoi le rythme de la technologie. On avait travaillé avec des textes déjà existants, mais on a vraiment pris le choix d'écrire un texte sur mesure. Puis ensuite, c'est d'écrire 3 spectacles complètement interdépendants. Donc, chaque public a un spectacle complet et un point de vue complet qui est complètement qui est différent en partie par l'autre. Donc, ils n'ont pas tous le même, ils ont des exclusivités, des choses qu'ils ne voient pas de l'autre côté. Donc, c'est quand même 3 spectacles qu'il faut créer. Puis, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, on essaie vraiment de mettre l'immédiateté, la représentation et le direct en scène. Et la question de base, c'est vraiment notre authenticité dans nos relations et avec nous-mêmes, dans un contexte technologique, où justement la notion de mensonge-vérité, le faux, vrai, bluffer sa présence à distance, notre identité virtuelle versus notre identité physique. Ensuite, les thèmes de la relation à distance. Est-ce que les technologies peuvent vraiment pallier à toutes les relations à distance? Comment le média transforme notre façon de percevoir le monde? Donc ça, c'est les grandes questions qu'on s'est posées au niveau de la dramaturgie. Comme vous avez entendu tout à l'heure, par exemple, une histoire racontée à 3, je parlais d'interdépendance, le fait d'avoir des phrases courtes, ça veut dire que ta salle n'est jamais morte. Tu es toujours en train t'es toujours avec ton acteur présent et les autres. Là, donc, voilà. Et donc, finalement, on est arrivé à vraiment une question sur l'authenticité des 3 comédiens. Étienne se demande s'il est authentique. En fait, s'il était vraiment authentique, il serait peut-être pas bienveillant. C'est ce qui se dit dans le spectacle. Sariane, elle relève toutes ses stratégies pour avoir l'air authentique. Et Véronique, elle veut rien médiatiser parce qu'elle a l'impression que dès qu'elle médiatise, elle n'est plus elle-même. Donc, c'est un peu ce questionnement des 3 acteurs qui parlent en leur nom, mais bien sûr, c'est écrit. Alors, ils questionnent leur relation amoureuse, leur profil Facebook, leur relation avec leurs amis, et aussi sur l'univers de l'autre rêvé, imaginé, fantasmé. On s'est questionné sur la scénographie. Je vais y aller rapidement parce qu'il nous reste presque plus de temps. Rapidement, pour arriver à une scène de table, pour arriver à une relation entre les 3, puis on a fait plusieurs tests. Bien sûr, toute notre première résidence était faite sur tester comment arriver à une scénographie. Finalement, on est arrivé à l'idée de 2 surfaces verticales par lieu où, comme vous l'avez vu, les 3 semblent, mais on s'entend que le comédien ne voit pas grand-chose de l'autre, là, mais le public, lui, a l'impression qu'il se voit. Ensuite, une grande assemblée en version un petit peu différente que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une seule caméra au centre, mais bon, avec le nombre de caméras augmenté, tout ça, on a choisi d'avoir 2 caméras seulement par lieu. Et aussi l'illusion de la présence qu'on peut créer, et aussi, à partir d'un moment, on peut aussi perdre l'illusion de la présence. On a engagé, par différentes stratégies, on engage le public. Parfois, il doit voter. On essaie toutes sortes de choses là, avec le public. On a fait beaucoup de tests, mais on en a gardé un peu là, dans notre recherche, dans ce qui vient de la recherche à ce niveau-là. Par exemple, un artiste peut comme décider de déconnecter pour être tout seul avec son public un bout de temps, puis après ça, il se reconnecte. Fait que là, tout à coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'autre salle, par exemple. Ça, c'est toutes les résidences qu'on a faites jusqu'à maintenant. Fait que la pandémie, on est obligé d'en rajouter une, la 7e en bas. Mais en gros, on a exploré, fait des prototypes, expérimenté en salle, dans un même lieu, les 3. Ensuite, on a réexpérimenté et on s'est retourné pour finaliser les cues dans une salle ensemble. Puis ensuite, on a fait notre dernière résidence 2 fois d'une certaine façon. Avec la pandémie, ça a été reporté.
je dirige avec des moniteurs où on peut voir la comédienne qui est devant moi et les deux autres pour savoir exactement ce qui se passe dans les lieux. Je dois diriger Étienne à distance et lui dire « Étienne, fais ça » ou Véronique à distance. Tous les concepteurs doivent parler ensemble. On était sur un intercom en tout temps, comme sur un plateau de tournage de cinéma, parce qu'il faut pouvoir se parler. Ensuite, bien sûr, il y a des enjeux techniques, comment on fait la régie. Il y a plein de questions, comment on active un queue. On a une régie générale et bien sûr un 3 queue lab à programmer. Et ensuite, bien sûr, puis là, le plus gros enjeu qui n'était pas si pire au début, qui est devenu vraiment intense avec la pandémie, on a fait 3 fois la tournée à 3 salles à post-pandémie. Impossible, ça a été toute une saga. Et aussi, par contre, les enjeux de diffusion, c'est intéressant. C'est comme Rouyn-Noranda a un certain public de théâtre, il n'y en aura pas plus. À Montréal, on en a quand même un bon bassin. Fait que comment chaque salle, avec ses enjeux de diffusion, comment créer une tournée, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir 3 salles fixes qui jouent 4 shows, parce que c'est pas toutes les salles qui peuvent... Il n'y a aucune salle là, au Québec, à part Québec-Montréal, qui peut jouer plus que 2 shows. Là. Puis Rouen, parce qu'ils ont les reins solides, parce que c'est le coproducteur, vont en faire plusieurs, mais quand même, c'est un enjeu de diffusion. Donc, on a fait ça, c'est juste vous dire qu'on a travaillé une première tournée qui était comme logique, Montréal, Rouen fixe et un autre en tournée, annulé à cause de la pandémie. Ensuite, on a créé une autre tournée où là, on avait Sherbrooke, Montréal, puis après ça, on avait une autre tournée. Puis là, finalement, la première annoncée et non annulée jusqu'à maintenant, le 24 août. Et là, finalement, on a une tournée vraiment différente où on fait un premier show, on remballe tout, on ressort et on revient. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, si ça vous intéresse, en tout cas, il y a tous les projets que je vous ai parlé sont répertoriés sur téléprésence.scénic. Et tous les apprentissages et encore ce que j'expérimente, il y a des articles sur le Wikisat où tout ce qui est technique et artistique, en fait, se retrouve et toutes les études de cas se retrouvent. Y a-t-il des questions? C'est chargé. Oui, une question comme ça. Tu parlais de ton amitié avec Valentin. Qu'est-ce qui favorise la communication entre le côté artistique et le côté technologique? Qu'est-ce qui mène à ça? Oui, Valentin et Valentin Foch, qui est concepteur numérique, mais aussi Valentin a quand même un cœur d'artiste là, aussi, là, bien sûr, ce qu'on appelle les techno-créatifs, là, qui est le terme que Rosalie utilise au Petit Théâtre aussi, c'est quand même, où les gens qui sont en création numérique, c'est aussi des artistes, en fait. Fait que je pense que c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de communication et d'ouverture, en fait. Puis c'est du temps, en fait, de créer la relation, de se poser les questions. On travaille ensemble, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été fait. Fait qu'il faut vraiment se questionner sur toutes les manières de faire puis bien communiquer. Mais c'est sûr que, tu sais, là, je fais une blague, là, mais des fois, les directeurs techniques ils ont des fois une tendance à être beaucoup dans leur technique, là. Mais comme il y a comme une idée aussi, c'est qu'un directeur technique, lorsqu'il travaille avec la technologie, doit vraiment être ouvert, doit être vulgarisateur, puis doit comme vraiment, il y a une sorte de mentorat de l'artiste à faire, parce que l'artiste, s'il ne comprend pas la technologie, il ne pourra pas... faut vraiment, comme disait tantôt Véronique, en fait, il faut comme être des généralistes éclairés, hein, qu'elle disait. Donc, c'est un peu la même chose, dans le fond. Bien, en fait, autant l'artiste doit être un généraliste éclairé que aussi la personne à la technique doit être capable d'ouvrir le champ puis comprendre. Parce que, tu sais, moi, si j'arrive puis je dis, je veux un gros cube qui tourne... Par exemple, pour un spectacle, mettons les aiguilles et l'opium, ben, c'est toute une équipe de tech qui doit essayer de le faire, mais là, mettons, Robert Lepage a les moyens de le faire, mais si on est dans une plus petite production, ça veut dire qu'il faut interagir en direct. Le cube, il ne tournera jamais exactement comme tu veux pour telle raison. C'est quoi la limite de la technologie? Puis l'artiste doit travailler avec cette contrainte-là. C'est sûr qu'il y a plus de contraintes dans mon aventure que de facilité, là. C'est toujours... Jusqu'où on peut aller, genre avec ça, c'est quoi les possibilités? OK, bien ça, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est plus ça que de dire « je veux ça ». C'est ça. Oui? Petite question, vous avez dit qu'avec Scénic, vous pouvez envoyer de l'OSC et du MIDI. Est-ce que vous pouvez envoyer du texte, des données de capture, autre chose? Oui, bien sûr. Capture du mouvement et autre chose. Oui, bien sûr. Ouais. Autre chose? On a le temps pour une demi-question, d'accord. Ah, il y a une question en ligne? Oui. Parfait. Ce sera la dernière, alors. Bonjour. Alors, il y a toujours une question de Chloé. Elle demande, faut-il que les lieux de résidence, de création, expérimentation
du geste et de la dramaturgie devrait-il investir rapidement dans des moyens de diffusion numérique pour qu'ils soient intégrés dès le début du processus de création? Un peu long, faut que je répète? Peut-être, ouais, juste être sûr, dans le fond, est-ce qu'on doit avoir le projet de diffusion soit déjà élaboré au moment de la création? En gros, elle demande si les lieux de résidence de création, de gestes et de dramaturgie devraient-ils investir rapidement dans des moyens de diffusion numérique pour qu'ils soient intégrés dès le début du processus de création? Ouais, c'est une... en fait, tu sais, moi, Bluff, on l'a pensé rapidement. On a rapidement pensé à la diffusion au moment de... Le projet de diffusion était... Et le projet artistique, ça va ensemble, bien sûr, là, dans ce contexte-là. Donc, après ça, les lieux de résidence, c'est tous des diffuseurs. Par contre, ils ne peuvent pas tous accueillir le projet Ils peuvent t'accueillir des fois en résidence, puis pas en diffusion. Et au nombre de diffuseurs qu'on a dans cette aventure-là, ils peuvent... là, il y a les 7 diffuseurs qui sont avec nous pour la diffusion, mais il y en a eu d'autres pour les résidences. Voilà. Je ne sais pas si... on ne peut pas savoir si Chloé a répondu à la question. Est-ce qu'il y a le temps pour une deuxième ou pas? Oui? Semi. Oui. Est-ce que ces expérimentations nourrissent ta réflexion sur l'écriture et la dramaturgie? Oui, oui, tout à fait. J'en ai pas parlé aujourd'hui dans les formations que je donne qu'on a données au CQT. On y a réfléchi aussi avec Rosalie beaucoup. Oui, en fait, c'est sûr que avec le numérique vient aussi une sorte de dramaturgie qui change, qui est plus fragmentée. Il y a aussi souvent le public il y a des interactions aussi avec le public parce que les outils numériques permettent aussi que le public fasse partie de l'œuvre. Donc ça change aussi. Donc des fois, il y a des notions plus d'improvisation, en fait, des notions plus de jeu. Le spectacle peut pas être souvent aussi, on peut aussi jouer avec cet aspect-là dans la création. Donc, c'est plus aussi le public, des fois, qui fait son parcours lui-même à travers le spectacle ou à travers l'œuvre, l'installation. J'oublie-tu quelque chose, Rosalie, dans notre réflexion? C'est à peu près ça, en fait. Oui, parfait. Et c'est tout le temps qu'on a. Voilà. Merci beaucoup.